Donc rebonjour à toutes et tous. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir le professeur Karine Lacombe, chef de service de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, qui va nous faire un point vraiment up-to-date sur la Covid-19, de la physiopathologie à la maladie. Merci beaucoup Karine. Merci à vous. Merci beaucoup au congrès de l'ASFAR d'avoir maintenu cette plénière, keynote lecture, sur la physiopathologie appliquée et la stratégie thérapeutique. Et nous allons voir comment on passe d'une pneumonie virale à une maladie de système. Voici donc mes liens d'intérêt au 22 septembre. Et c'est vrai que cette histoire de Covid-19 aurait pu être une belle histoire qui nous aurait permis d'avoir un premier exemple de pathologie, ce qu'on appelle One Health, qui permet de faire la jonction entre les maladies infectieuses, donc un agent pathogène humain et l'environnement, en particulier la médecine vétérinaire. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une forêt tropicale de Chine. Vous avez ici un autre exemplaire, vous voyez, c'est assez, ça donne envie de voyager en ces temps un peu particuliers. Et puis, dans ces forêts tropicales, eh bien, ces grottes avec beaucoup de chauves-souris, comme celles que vous pouvez voir ici. Et puis, ces pangolins qui sont des animaux exotiques africains ou asiatiques, mais qui, finalement, depuis le mois de février, ont complètement bouleversé la conduite du monde. Et la Covid-19, eh bien, en fait, c'est une histoire de mondialisation, de déforestation et de franchissement de la barrière d'espèces. Alors, comment est-on passé des forêts primaires chinoises aux cellules épithéliales du nasopharynx ? La famille des coronavirus, tout d'abord, pour resituer un petit peu ce dont on parle, vous avez 4 coronavirus qui sont responsables d'infections ORL, dont je vous ai donné la nomination ici, et 2 qui sont associés à des tableaux de pneumonie aiguë sévère. Le premier, qui s'appelle le SARS-CoV, ou Severe Acute Respiratory Syndrome, est apparu en 2002-2004. Son hôte naturel est la chauve-souris, comme tous les coronavirus. Lui aussi venait de Chine du Sud, avec comme hôte intermédiaire la civette. Il a été responsable de plus de 700 décès, en particulier en Asie du Sud-Est, Hong Kong, mais également aux États-Unis et au Canada, avec un taux de mortalité d'environ 7%, sans qu'on ait pu mettre en évidence de contamination par personne asymptomatique, ce qui a permis en fait de limiter l'extension de cette épidémie. Deuxième grande épidémie, c'est celle du MERS-CoV, pour Middle East Respiratory Syndrome. Là aussi, apparu un peu plus tard, en 2012, un hôte naturel qui est également la chauve-souris, avec un hôte intermédiaire qui est le chameau. C'est une infection par un coronavirus qui sévit encore dans la péninsule arabique et qui a été responsable de plus de 850 décès dans 27 pays, avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé, 35%, et sans contamination par personne asymptomatique, là aussi, d'où la possibilité de contenir ces 2 épidémies. Il en est de façon complètement différente du SARS-CoV-2. Alors, qu'est-ce que le SARS-CoV-2 ? Vous avez ici une très belle photo en microscopie électronique. À gauche, dans le panel A, ce sont les particules virales dans les cellules épithéliales humaines. Et à droite, dans le panel B, par les têtes de flèche, vous voyez les petites particules extracellulaires. Au niveau des flèches, les inclusions cellulaires des composants viraux. Et puis les triangles sont en fait les cellules ciliées. Donc au total, le SARS-CoV-2, ce virus qui est apparu dès le mois de janvier, mais très probablement bien avant, et on pense qu'il y avait déjà du SARS-CoV-2 qui circulait en Chine en septembre-octobre 2019, eh bien c'est un bêta-coronavirus avec 4 gènes, le gène S, un gène très important qui code pour la protéine S, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, puisque c'est une des protéines les plus immunisantes du virus, qui est celle qui est détectée dans les tests antigéniques, par PCR, dans certains prélèvements, mais surtout également celle qui est visée au niveau des stratégies de vaccination. Il y a également le gène E, le gène M et le gène N. Le virus comporte également un complexe de réplicase et puis plusieurs gènes qui codent pour des protéines non structurelles, et c'est un virus à ARN simple brun. Voici quelques éléments de virologie de base du SARS-CoV-2 qu'il est très important de garder à l'esprit quand on va ensuite parler de la physiopathologie et au final de la clinique, mais également des stratégies thérapeutiques. Vous avez ici un virus, ARN simple brun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les 4 protéines structurelles dont je vous ai parlé, la protéine S, la protéine M et la protéine E qui sont incorporées dans la membrane virale, et puis vous avez la protéine N
qui code pour la nucléocapside, qui est contenu à l'intérieur de la particule virale et qui est associé à l'ARN génomique viral. Vous avez sur la droite un schéma un peu simplifié de cette protéine spike qui est composée de deux parties. Une partie S1 qui est responsable de l'attachement au récepteur. Nous allons revenir sur l'importance de ce récepteur qui est le récepteur ACE2 et la protéine S2 qui est responsable de la fusion avec la membrane. Une autre image en microscopie électronique et vous avez sur la droite une image un peu plus stylisée de cette fameuse particule virale qui fait à peu près 20 nanomètres de diamètre. Il faut reconnaître que 79% du patrimoine génétique est similaire à celui du SARS-CoV, donc une parenté assez proche, mais une homologie encore bien plus importante avec un coronavirus de chauve-souris qui est le RADG13. Alors comment, à partir de la physiopathologie, on va mieux comprendre la part de l'infection virale dans l'expression clinique de la maladie et la partie qui revient beaucoup plus à une maladie de système. Alors, pour revenir très rapidement, parce qu'il est vraiment important de comprendre comment fonctionne la contamination virale pour voir d'où viennent tous ces symptômes cliniques et donc les stratégies thérapeutiques qui ont été développées. Vous avez ici, sur cette image, une expression stylisée de l'invasion du virus au niveau des cellules de l'épithélium du rhinopharynx. Donc les cellules cibles sont celles qui expriment le récepteur ACE2. On trouve ce récepteur ACE2 sur les cellules épithéliales du rhinopharynx, sur les poumons, cellules endothéliales vasculaires et les macrophages. Ce virus va se fixer, donc va fusionner avec la membrane de ces cellules et après une phase d'attachement et d'endocytose par le récepteur ACE2 et le corécepteur TMPRSS2, un corécepteur qui est extrêmement important parce que c'est une des cibles thérapeutiques majeures actuellement, eh bien on va initier le début du cycle de réplication virale et vous avez de façon secondaire en même temps que l'initiation du cycle de réplication virale, une activation de la cascade de pyroptose. Donc en fait, la pyroptose, c'est une forme très inflammatoire de mort cellulaire programmée qui est due à certains virus dits cytopathiques, c'est-à-dire directement toxiques pour les cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un fonctionnement immunitaire normal? Eh bien, on va avoir le déclenchement d'une réponse pro-inflammatoire avec un relargage de cytokines et de chimiokines. Et de façon secondaire, on va avoir une mise en route du balai immunologique. Alors évidemment, quand on arrive au stade de ce balai immunologique, on n'est pas encore au stade de cette tempête immunologique. C'est vraiment deux choses différentes. Toutes personnes, en particulier celles qui ont des syndromes modérés, vont avoir cette mise en route du balai immunologique qui va leur permettre de se débarrasser du virus, en général en 1 semaine à 10 jours. La première étape, ça va être une étape de reconnaissance des cellules infectées par les macrophages alvéolaires qui vont déclencher la cascade de phagocytose et d'apoptose cellulaire avec une neutralisation des virions. Deuxième phase très importante, ça va être la mise en route de l'immunité humorale avec l'activation des virions, l'inactivation des virions par les anticorps neutralisants qui vont être produits par les lymphocytes B. Et enfin, troisième étape, la médiation d'une réponse immune efficace par les lymphocytes CD4, une reconnaissance des cellules infectées par les lymphocytes CD8 cytotoxiques qui vont détruire et débarrasser le corps de ces cellules qui sont infectées. Alors en revanche, qu'est-ce qui se passe quand on a un fonctionnement immunologique qui est anormal? Eh bien, on va avoir un déclenchement d'une tempête cytokinique. Donc cette tempête cytokinique, en fait, elle est due à l'absence de rétrofeedback de la réponse immunitaire avec une accumulation de macrophages, de monocytes, de cellules qui sont productrices d'interféron gamma. Et on va revenir là-dessus sur cette histoire d'interféron gamma, puisque là aussi, c'est une piste de physiopathologie extrêmement importante pour comprendre les infections sévères et donc à terme, probablement une piste de traitement extrêmement novatrice. Donc il y a également une surproduction de cytokines pro-inflammatoires. On commence à les connaître un peu mieux, l'IL-6 évidemment, on va revenir dessus avec les anti-IL-6, mais également l'IP10, le MIP1-alpha, le MIP1-bêta et le MCP1. Et puis, autre phase importante,
possible que l'on voit dans d'autres infections virales, qui est le phénomène d'antibody dependent enhancement, c'est-à-dire une majoration de la production de virions par une réponse paradoxale liée aux anticorps non neutralisants qui sont fabriqués par les lymphocytes B. Alors, toute cette physiopathologie s'inscrit dans un chronogramme d'infectiosité que je vous ai rapporté dans ce schéma, dans une étude très récente qui a été publiée dans un journal majeur d'infectiologie, Clinical Infectious Disease. Ce que vous voyez sur ce chronogramme, en fait, c'est tout d'abord la période d'incubation, 5 jours, 2 jours avec une infectiosité qui commence 2 jours avant le début des symptômes et qui se poursuit à peu près 7 jours après la suite des symptômes. Donc ce que vous voyez, c'est que toutes les infections secondaires arrivent en général avant le 5e jour d'expression des symptômes. À partir de 10 jours, il n'y a plus de virus qui est cultivable. C'est-à-dire que toute la rémanence, toutes ces PCR qui restent positives dans le nasopharynx, plus de 10 jours après une première PCR positive, eh bien, ne reflètent en fait que des débris d'ARN et ne sont donc pas du virus qui est viable et donc transmissible. Donc la persistance de l'ARN, c'est de moins 3 jours avant le début des symptômes jusqu'à plus 7 jours après le début des symptômes. À partir de J15, la probabilité qu'un virus soit cultivable chez les personnes immunodéprimées ou en état critique, par exemple en réanimation, eh bien, n'existe plus. Donc plus d'infections possibles après J15 chez les personnes qui ont un Covid sévère. Et puis, le 20e jour, parce qu'il y a tout le temps des exceptions, la médecine n'est pas une science exacte, eh bien, le 20e jour, ça a été le dernier jour où on a pu jusqu'à présent montrer qu'il y avait du virus cultivable chez un très très petit pourcentage de patients. Alors très rapidement, les signes cliniques précoces, maintenant les données sont assez précises sur ce point-là. De façon majeure de la fièvre, 90%, de congestion nasale, un catarrhe nasal, une anosmie agueusie, un signe très précoce et c'est très souvent le seul signe d'une infection par le SARS-CoV-2. 64 à 80% des personnes expriment ce type de symptômes. Et vous voyez, céphalée, toux sèche, rhinopharyngite, dyspnée. Alors une dyspnée qui peut s'accompagner d'une hypoxie, mais il y a parfois uniquement un sentiment de dyspnée qui est en fait un reflet très probablement d'une atteinte neurologique, d'une atteinte cérébrale du SARS-CoV-2. Et puis des signes digestifs, nausées et diarrhée. Et ça nous amène à voir sur ce schéma l'histoire naturelle de la Covid-19 avec 3 stades. Vous voyez le stade 1, le stade 2, le stade 3. Le stade 1, qu'une infection virale précoce. Donc on est vraiment dans une réponse typiquement virale, avec un syndrome pseudo-grippal et les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que sur le plan biologique une lymphopénie. Et puis très rapidement, à partir du 7e jour, peut s'installer une phase pulmonaire que l'on partage en 2 parties, une phase pulmonaire précoce, une phase pulmonaire tardive. Et cette phase pulmonaire tardive correspond au début de la réponse inflammatoire initiée par le virus chez l'hôte. Et pour les personnes qui ont des signes, des facteurs de risque d'aggravation, eh bien, un état d'hyperinflammation avec ce que vous connaissez bien en réanimation qui est le choc septique, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la décompensation cardio-respiratoire et puis au final une décompensation multiviscérale. Alors, je vous remets très rapidement cette présentation radiologique typique qu'on avait rarement vue avant le SARS-CoV-2 avec ces images en verre dépoli multifocales à prédominance périphérique. Et je voulais revenir sur un mécanisme physiopathe qui est extrêmement important pour vous réanimateurs, qui est celui du mécanisme thromboembolique, puisque beaucoup de personnes au tout début de l'épidémie sont décédées d'embolie pulmonaire. Alors, vous avez complètement à gauche la reprise de ce que je vous ai montré tout à l'heure en ultra abrégé. Et le mécanisme thromboembolique, en fait, procède de 4 étapes, alors qui ne sont pas des étapes linéaires, qui sont plutôt des phénomènes qui se juxtaposent. Premier phénomène, l'effet cytotoxique direct du virus sur les cellules qui sont responsables d'une extravasation cellulaire. Et
Dans une deuxième étape, une dysrégulation du système rénine-angiotensine avec une perméabilité vasculaire, une vasoconstriction et une inflammation qui va entraîner un dommage endothélial extrêmement important avec là aussi une réponse avec une diminution de la fibrinolyse, du pouvoir de fibrinolyse spontanée et une augmentation de la fabrication de thrombine. Et puis au final, la réponse immune dysrégulée va entraîner elle aussi cette cascade cytokinique dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des protéines pro-inflammatoires qui ont un effet pro-thrombogène extrêmement important. Les manifestations extrapulmonaires sont extrêmement pléiomorphes et je pense que nous, infectiologues, on n'a jamais connu de maladie infectieuse avec autant de manifestations différentes et autant de phénotypes cliniques différents en fonction des personnes. On peut quasiment dire qu'on a un phénotype clinique par personne infectée. Donc vous avez les atteintes neurologiques, rénales, les atteintes hépatiques, gastro-intestinales, dermatologiques, des atteintes du système endocrine, évidemment des atteintes cardiaques, et puis tout ce dont je vous ai parlé au niveau du phénomène d'embolie. 17 à 35% des passages des personnes qui arrivent à l'hôpital vont passer en réanimation pour une défaillance respiratoire ou multiviscérale. Ce sont des données très récentes qui ont été publiées dans le JAMA, avec là aussi des séries publiées dans la littérature, avec, vous voyez, des chiffres d'intubation qui vont de 29 à 91% en fonction des séries. Je dois dire que 29% c'est plus récent, 91% c'était très précoce au début de l'infection et heureusement vous, réanimateurs, avez changé vos modes de prise en charge en réanimation. On va revenir un peu là-dessus quand on va parler des soins de support en termes de thérapeutique. 9% des personnes infectées vont présenter une insuffisance rénale terminale qui vont nécessiter de la dialyse, 19% une insuffisance hépatique, des troubles de la coagulation dans 10 à 25% et puis un choc septique classique dans 6%. Je voulais revenir, alors non pas sur les facteurs prédictifs que l'on connaît déjà, c'est-à-dire par exemple l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires, etc. Parce que ces troubles-là, on les connaît bien. Je voulais vraiment faire un focus sur des facteurs prédictifs immunologiques qui viennent d'émerger ces 2-3 dernières semaines. Facteurs prédictifs immunologiques de sévérité de la maladie. Parce qu'en fait, on voit que, il n'y a pas que des facteurs qui sont liés à des comportements, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui sont liés en fait, au patrimoine génétique, avec des mutations innées du système immunitaire qui vont induire une évolution beaucoup plus sévère vers, par exemple, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Je vous recommande ce papier majeur qui vient de sortir dans Nature Medicine qui montre qu'il y a une signature immunologique qui est associée à un élément de très mauvais pronostic. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler tout un après-midi. Idem, je vous signale cette publication qui, elle, est plutôt afférente à des signatures sérologiques et qui conditionnent la survie ou pas des personnes infectées par le SARS-CoV-2. Et puis enfin, ce papier d'une équipe française, et en particulier de collègues de Marseille, qui ont montré qu'il y avait une association très forte entre le degré d'inflammation lié à la Covid-19 et l'activation d'un axe C5A, C5R1 du complément, qui est une cible thérapeutique majeure dont je vais vous reparler un peu plus tard. Et puis enfin, je ne voulais pas finir cette overview de la physiopathologie sans vous parler de ce papier qui est actuellement en cours de publication dans Science, qui est issu d'une recherche coopérative, en particulier avec des collègues de l'Université de Paris, et qui montre, à partir des données des cohortes de patients infectés par la Covid-19 en France, donc vous voyez 967 patients qui ont développé une infection critique qui les ont amenés en réanimation, que l'on a comparé à 683 patients qui ont une forme asymptomatique ou mineure de l'infection, eh bien, on a retrouvé chez les patients qui ont une forme sévère une association très forte entre la présence d'auto-anticorps anti-interférons de type 1 et des formes graves, sachant que ces auto-anticorps sont plus souvent exprimés chez les hommes et plus souvent chez les hommes âgés, qui peut être un début d'explication qui montre pourquoi, dans nos cohortes de patients graves, on a plutôt des hommes et plutôt des hommes âgés.
Et justement, ces auto-anticorps, en neutralisant l'action de l'interféron de type 1, eh bien, induisent une absence d'inhibition de la synthèse virale et donc un emballement de la production virologique qui vont aboutir, dans un très grand nombre de cas, à des formes très sévères. Alors, on a vu que toutes ces données de physiopathe pouvaient nous amener à des pistes thérapeutiques intéressantes, infection virale, maladie de système. Vous avez sur cette diapo très rapidement l'essentiel des cibles thérapeutiques qui sont actuellement développées. Des inhibiteurs du récepteur ACE2, des inhibiteurs de ce TMPRSS2, des inhibiteurs de fusion, également des inhibiteurs de l'acidification endosomale qui est absolument nécessaire au cycle de réplication du virus, alors qui n'est pas spécifique au SARS-CoV-2, mais qui se retrouve dans plein d'infections virales. Évidemment, on a des inhibiteurs du cycle de réplication virale et puis l'immunité passive sur laquelle je vais revenir et les immunomodulateurs. Je vais revenir sur les découvertes majeures qui révolutionnent actuellement la prise en charge de la Covid-19. Bien sûr, en vous rappelant qu'il n'y a pas que des cibles thérapeutiques, on va dire spécifiques, mais également des soins de support qui ont complètement changé le pronostic, en particulier des formes sévères. Donc tout ce qui concerne les modes de ventilation et d'oxygénation, et puis tout ce qui concerne la prophylaxie de la thrombose. L'hydroxychloroquine a été énormément étudiée dans des études de cohorte, dans des petits essais randomisés, dans des grands essais randomisés, et on peut dire maintenant que l'hydroxychloroquine, que ce soit en prévention, que ce soit en curatif ou que ce soit en post-exposition, n'a pas d'intérêt clinique. Je vous conseille cette méta-analyse de très bonne facture qui regroupe, vous voyez, 11 932 patients avec de l'hydroxychloroquine, 8 081 hydroxychloroquine plus azithromycine et 12 930 contrôles. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'hydroxychloroquine n'a aucun impact sur la mortalité. L'hydroxychloroquine plus l'azithromycine ici n'a un impact sur la mortalité, mais en défaveur de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, en particulier à cause des effets secondaires, et en particulier des effets secondaires de type cardiologique. Et vous voyez ici qu'un patient qui a utilisé de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine eh bien, avait un risque de mortalité de plus 7% par rapport à quelqu'un qui a eu le Covid et qui n'a pas été traité par cette bi-antibiothérapie. Évidemment, l'une des découvertes majeures de ces derniers mois, c'est l'efficacité de la dexaméthasone dans la Covid-19. Vous voyez, grand nombre de patients. Et quand on regarde les résultats, eh bien, ils sont sans appel. Sur l'ensemble des participants, on a une baisse de 17% de la mortalité. C'est un critère de jugement qui est vraiment très dur, la mortalité. 17% chez tous les participants. Quand on n'a pas besoin d'oxygène, on n'a pas besoin de prendre de corticoïdes, on n'a pas besoin de prendre de dexaméthasone. Quand on a de l'oxygène, mais administré de façon non invasive, on a une diminution de 20% de la mortalité. Et quand on est intubé ou qu'on a une oxygénothérapie, par exemple avec de l'Optiflow, c'est là où on a le plus gros bénéfice de la dexaméthasone, moins 35% de mortalité. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette problématique de dexaméthasone, vous avez ici un papier majeur sur une énorme méta-analyse qui reprend une très grosse partie des patients de recovery, mais également tous les essais qui ont été publiés avec la Dexa. L'efficacité du remdesivir, on en a beaucoup parlé puisque ça a été un des médicaments sur lesquels reposait beaucoup d'espoir en termes d'activité antivirale. Il y a eu 3 essais qui ont été publiés. Le premier essai, 1059 patients, qui a montré qu'il y avait une diminution de la durée d'hospitalisation de 4 jours, donc qui était le critère principal de jugement de l'essai, mais pas d'efficacité sur la mortalité, ce qui a été retrouvé dans l'essai SIMPLE chez les patients qui avaient un Covid sévère. Pas de différence entre 5 jours de traitement ou 10 jours de traitement. Et puis enfin, l'essai SIMPLE chez les patients qui avaient un Covid modéré, une amélioration clinique à 7 jours, 70% dans le bras 5 jours versus 61% chez les patients qui ne prenaient pas de remdesivir, donc ce qu'on appelle le standard de traitement. Donc vous voyez un effet qui est significatif. En revanche,
pas d'impact sur la mortalité. Donc un effet antiviral certain, pas d'impact sur la mortalité, donc ce n'est pas non plus le traitement que l'on attendait, comme on peut le voir avec la dexaméthasone. Le tocilizumab, on en a beaucoup parlé, c'est une molécule qui a été développée comme traitement de beaucoup de maladies de système, en particulier rhumatologiques, et c'est un anti-IL-6. Donc vous voyez les résultats de l'essai Corps Immuno 19, donc c'est la première étude randomisée chez des patients qui avaient une forme modérée ou sévère de Covid-19. Pas de réduction de la sévérité clinique à J4, en revanche une réduction de la mortalité, de besoin de ventilation invasive ou d'intubation à J14. Et cet essai thérapeutique, on va dire indépendant d'industrie, a été renforcé par les résultats préliminaires d'un essai de l'industrie qui développe le tocilizumab. Et donc, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est le press release qui date de la semaine dernière, avec une diminution de 44% de la progression vers la ventilation mécanique ou la mort. Donc là aussi, une molécule qu'il va falloir ajouter à notre arsenal thérapeutique. 2 interventions de support à évaluer, l'anticoagulation, l'oxygénothérapie. Je vous rappelle très brièvement cette étude sur laquelle on s'est basé, alors qui ne concerne pas le SDRA dans la Covid-19, mais le SDRA de façon générale. Je souhaitais vraiment vous le rappeler parce que c'était un PHRC français. Le critère principal de jugement, c'était l'incidence d'intubation. On voit qu'il n'y avait pas d'effet du type d'oxygénothérapie, mais en revanche un taux d'intubation plus faible qu'attendu et un effet positif de l'Optiflow sur la mortalité à 90 jours. Et ce qu'il reste à analyser dans le cadre d'un essai randomisé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de construire un essai randomisé? Est-ce que les données d'observation longitudinale ne suffiraient pas en fait, à mettre dans les recommandations le décubitus ventral, puisqu'on a vu que même en salle, hors réanimation, même dans une salle de médecine, le décubitus ventral a vraiment beaucoup aidé nos patients à récupérer d'une hypoxie sévère. Et on l'a vu en particulier chez les patients qui avaient une contre-indication à passer en réanimation. En ce qui concerne l'anticoagulation, il y a eu très peu d'essais randomisés, beaucoup d'études rétrospectives de cohortes. Alors, je vous ai montré un essai randomisé en Chine chez des patients qui avaient un taux d'oxygène inférieur à 93% à l'arrivée en hospitalisation et qui ont comparé des héparines de bas poids moléculaire à dose préventive pendant plus de 16 jours versus rien ou un traitement anticoagulant préventif de moins de 7 jours. Et dans cet essai randomisé, pas d'impact sur la mortalité à 28 jours. En revanche, dans cette étude rétrospective assez conséquente, vous voyez 1773 patients, 395 sous ventilation mécanique, et bien là, il y avait une mortalité bien inférieure chez les personnes qui étaient anticoagulées sous ventilation mécanique, pas de différence chez les patients non ventilés. Donc je trouve que la question de l'anticoagulation reste encore ouverte et c'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations, on va dire, proactives, plutôt basées sur l'observationnel que sur des essais randomisés qui préconisent une anticoagulation sur le taux de dédimère et c'est en général le taux de 3000 de dédimère qui est retenu. Pour finir, je voulais vous rappeler quelques pistes thérapeutiques prometteuses avec des résultats préliminaires ou des résultats dus à des études émulées, des antiviraux qui sont en développement, par exemple le IDD 2801 qui est actif sur des souches résistantes au remdesivir, le baricitinib qui est un inhibiteur de la fusion membranaire du virus sur les cellules épithéliales, un très grand panel d'immunomodulateurs. Je vous ai parlé déjà de l'anti-IL-6, mais il y a aussi l'anti-IL-1, l'anti-C5A, évidemment l'interféron, dont je vous ai montré combien ça pouvait être prometteur en termes de pistes thérapeutiques. Le transfert d'immunité passive, et je vais y revenir très brièvement, et puis les anticorps monoclonaux et polyclonaux, mais je ne vous montrerai pas de résultats d'études, puisque pour l'instant, les essais thérapeutiques sont en cours.
Pour terminer, un mot sur le plasma de convalescence chez les patients qui ont une déplétion profonde en lymphocyte B. Dans ce papier collaboratif français, une cohorte française de patients qui avaient des formes en fait prolongées de Covid, avec des passages en réa, des sorties de réa, des retours en réa, pour des patients qui ont des déplétions profondes en lymphocyte B. Vous voyez les résultats biologiques et cliniques essentiels sur les deux images que je vais vous montrer. La première avec un cassement de la courbe de température à partir de la transfusion de plasma de convalescent, le CPT. Idem avec une diminution importante de la CRP, de l'autre marqueur inflammatoire qui est la ferritine, mais également de l'interleukine 6. Et puis, sur le plan virologique, vous voyez ici en RT-PCR l'augmentation après la transfusion de plasma du cycle de PCR, ce qui veut dire une diminution de la quantité de virus local dans le nasopharynx. Et puis surtout, ce que vous voyez à droite, extrêmement intéressant, c'est la PCR digitale, donc qui s'exprime en copie par millilitre dans le plasma. Et vous voyez, à la suite de l'injection de plasma, une diminution très importante de la virémie, avec une négativation de la virémie qui est représentée ici par le seuil de sensibilité de la technique avec la droite discontinue. Et vous voyez qu'avec les premiers chiffres à 14 jours avant le traitement, jusqu'à 8 jours après le traitement, un effondrement de cette ARNMI et des résultats extrêmement intéressants dans la partie inférieure à droite, où vous voyez une réponse T cellulaire qui est conservée et un effondrement de la réponse B. Et ce que vous voyez complètement à droite, en fait, c'est la réponse aux autres coronavirus, eh bien, qui n'est pas du tout croisée avec le coronavirus SARS-CoV-2. Et ma dernière diapositive, des messages très simples. Infection virale, maladie immunologique, eh bien vous avez vu que ce sont vraiment les deux et c'est l'une des premières maladies infectieuses qui se transcrit dans un pléiomorphisme aussi important de signes cliniques avec une très grande part liée à une tempête cytokinique. La réponse thérapeutique doit absolument être liée à une bonne compréhension de la physiopathologie. Il reste des éléments très importants de la signature immunologique et sérologique de la sévérité de la maladie à élucider. Pour l'instant, en termes de traitement corticoïde, tocilizumab et des soins de support, anticoagulation et oxygénothérapie. Et j'espère que dans les mois à venir, nous aurons des traitements particuliers en ambulatoire qui permettront en fait de vraiment répondre à l'enjeu de santé publique qui est l'arrêt de la contamination. Je vous remercie. Merci beaucoup Karine, c'était vraiment très clair et très instructif. Donc on a le plaisir d'avoir Olivier Joannès-Boyau qui est le président du comité réanimation de la SFAR et qui va peut-être vous poser la première question sur les traitements. Oui, merci Sigismond, merci beaucoup Karine, c'était vraiment une grande revue de tout ce qu'on connaît actuellement. Juste pour être très pragmatique pour nos collègues de réanimation ou même des urgences qui vont prendre en charge ces patients, donc on a effectivement la dexaméthasone. En général, les infectiologues en secteur standard vont plutôt mettre en place, parce que c'est dès que les patients sont oxygénorequérants. Absolument. Ça, hein, voilà. Donc ce sera mis en général avant qu'ils arrivent en réanimation. Le tocilizumab, peut-être, une fois que la tempête inflammatoire est là, et donc sera plutôt pour la réanimation. Tout à fait. Alors en fait, c'est vrai qu'actuellement, à partir de 2 litres d'oxygène, en gros 2-3 litres, on introduit la dexaméthasone. On a fait beaucoup de tocilizumab en salle en mars-avril, au moment de la tempête cytokinique, quand on n'avait pas encore de données d'essais randomisés, mais parce qu'on avait des données observationnelles qui semblaient montrer que quand on l'introduisait assez tôt, c'est-à-dire justement avant la réanimation, au moment où se déclenchait l'orage cytokinique, on avait le sentiment qu'on prévenait le passage en réanimation, mais très certainement, quand les patients passent directement des urgences en réanimation, c'est au moment de ce stade d'orage cytokinique, c'est là où le tocilizumab aura le plus d'intérêt. On aimerait beaucoup se guider également sur les dosages d'interleukine 6, qui dans certains établissements sont accessibles dans les 24 heures. Et pour certains, malheureusement, les dosages mettent un peu de temps à arriver. Mais maintenant qu'on a ces données d'essais thérapeutiques qui sont extrêmement récentes, il va évidemment falloir implémenter le tocilizumab dans les recommandations.
D'accord. Donc là c'est assez clair maintenant pour tous. L'anticoagulation, plutôt quand les traits de Vimmer montent à 3000, Voilà, on l'a vu. exactement. Anticoagulation curative. Et puis nous, pour les réanimateurs, évidemment, on l'a vu grâce à l'Optiflow, donc l'oxygénation à haut débit, et la VNI, on a pu éviter beaucoup d'intubations. Absolument. Et donc là, réduire le temps de séjour des patients et les complications. On a vu, une fois qu'ils sont intubés, les patients restent 3 semaines et c'est compliqué. Donc, grâce à tout ça, dans l'ordre, voilà, on a maintenant les idées assez claires. Et pour l'instant, pas de remdesivir. Non. Et pas non plus les autres thérapeutiques. Non, pour l'instant, aucune autre thérapeutique en dehors des essais cliniques. Il y a beaucoup d'essais cliniques en France et j'incite vraiment tous vos collègues à s'inscrire dans une démarche d'essais thérapeutiques parce que plus on aura de centres ouverts, de participation et d'inclusion dans les essais thérapeutiques, et plus vite on répondra aux questions essentielles qui sont quelle est la meilleure panoplie thérapeutique à offrir à nos patients avec un traitement, et on le voit bien avec tous ces éléments de physiopathologie, un traitement qui doit être individualisé, on dirait presque patient par patient. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a aussi une étude en route par la SFAR sur un registre sur les patients opérés avec du Covid et qu'on a beaucoup de données qui seraient très utiles, notamment par exemple sur le rôle des AINS dans l'aggravation de la pathologie. Absolument. Chez nos patients, et c'est des données qu'on n'a pas dans la littérature. Et c'est vrai que les AINS, par analogie avec d'autres infections, et en particulier pour nos infectiologues, les infections bactériennes, on a plutôt proscrit les AINS au tout début de l'épidémie, et on n'a en fait aucune donnée très solide sur l'impact des AINS sur le pronostic, par exemple, d'une infection à Covid. Donc probablement qu'avec vos registres, ce serait très intéressant d'analyser de façon absolument. Je voulais bien revenir, on nous a expliqué la physiopathologie et notamment que les PCR qui détectent des particules virales ne détectent pas du virus vivant, oui. Et que donc les patients n'étaient plus contagieux après 10 ou 15 jours probablement. Oui. Comment explique-t-on ces réinfections et ces quelques patients qui vont avoir des rechutes, on peut dire, de symptomatologie clinique ou qu'on voit aussi en réanimation? Alors en réanimation, c'est souvent plus compliqué parce qu'il y a des co-infections qui font qu'on ne sait plus très bien si c'est du virus ou plutôt une surinfection bactérienne. Oui. Mais pour les patients hors réanimation... Alors probablement qu'il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, chez certaines personnes, c'est une rémanence en fait de ces débris d'ARN sur un terme plus ou moins long, sur plusieurs semaines, avec du virus qui n'est pas viable. Donc on a bien vu chez quelqu'un qui a une forme non sévère, entre 7 et 10 jours, le virus n'est plus cultivable. Et puis, en gros, on dit au-delà de 21 jours pour les personnes avec des formes sévères de réanimation ou des patients immunodéprimés. Donc, il peut y avoir ce virus qui reste, en fait, et entre les deux, on n'a jamais eu de PCR négative, mais en même temps, parce qu'on n'a pas cherché. Donc, en fait, le virus reste pendant très longtemps. Et puis, on a décrit des authentiques cas de réinfection, parce qu'en fait, les défenses immunitaires ne persistent probablement pas sur le long terme. Alors, c'est une épidémie qui est très récente. On a en gros 6 à 9 mois de recul. Et donc, on pense qu'au bout de 3 à 6 mois, les défenses immunitaires ont déjà baissé, voire chez certaines personnes ont disparu, en particulier celles qui ont développé des défenses immunitaires faibles, par exemple des asymptomatiques ou des paucisymptomatiques. Et on peut se réinfecter avec un virus parce qu'on n'a pas eu de défense immunitaire. Mais parce qu'on n'a plus de défense immunitaire. Mais en revanche, ce que l'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est que les personnes qui font de nouvelles infections font en fait des infections asymptomatiques ou paucisymptomatiques, mais qui ne les conduisent pas en hospitalisation. C'est un peu comme s'il y avait en fait une réponse anamnestique. On connaît bien sur le plan viral cette réponse anamnestique, donc ça relève probablement de ce mécanisme-là. Ça nous pose la question évidemment du vaccin. Oui. Est-ce que vous avez des informations, des données sur quand est-ce qu'on pourra avoir ce vaccin? Et j'imagine qu'on peut en profiter pour rappeler qu'il faut se vacciner contre la grippe. Oui, alors ça c'est extrêmement important. On lance des campagnes massives, en tout cas pour l'instant, dans les médias, nous professionnels, sur la vaccination contre la grippe, ne serait-ce que pour diminuer le flux de patients qui vont aller voir leur médecin avec tout le temps l'angoisse de savoir c'est la grippe, c'est la Covid. Le flux de patients qui arrivent aux urgences surtout, parce qu'on voit qu'actuellement un nombre croissant de consultations aux urgences sont dues au Covid. Si on ajoute là-dessus la grippe, je pense que ça va être assez compliqué. Alors, on peut quand même espérer que les gestes barrières diminuent
l'intensité de l'épidémie de grippe, comme on le voit en Afrique du Sud, où on a eu une épidémie de grippe complètement écrasée cette année. Donc ça peut être... Voilà. Donc ça, c'est pour la grippe. Ensuite, les vaccins vraiment qui sont dirigés contre l'infection à SARS-CoV-2, la recherche en vaccinologie avance très vite. On a eu déjà des résultats prometteurs publiés, mais surtout en termes de tolérance et puis en termes de production d'une réponse anticorps. Mais l'efficacité à moyen long terme, on n'a pas encore de données. Il faut attendre les résultats des essais de phase 3. La tolérance moyen long terme, aucune donnée non plus. Ça aussi sont les études de phase 3. Quand est-ce qu'on va avoir des résultats ? Il faut être, je pense, cohérent avec la démarche de recherche et pas espérer un vaccin avant un an. Et après, un an, peut-être 9 mois, je ne sais pas. Et après, est-ce que ce vaccin va être suffisamment efficace ? Le taux de protection conféré, on n'en a pour l'instant aucune idée. Et la production. Et la production, alors évidemment, il ne s'agit pas d'avoir juste un vaccin prêt. Il faut ensuite le produire, le distribuer et puis qu'il soit administré. Donc ça, vous pensez bien que c'est des mois et des mois. Juste un petit retour sur les traitements, parce qu'il y a une question que beaucoup se posent sur la place de l'antibiothérapie. Oui. Notamment justement des macrolides ou de l'azithromycine. Donc on a vu hydroxychloroquine plus azithromycine, non, parce que risque et puis inefficacité. La place de l'antibiothérapie sur les surinfections bactériennes, en fonction des régions, on a vu quand même émerger des surinfections bactériennes, oui. Des mycoplasmes, notamment dans le sud-est. Donc à quel moment on y pense ? Bien, alors c'est vrai qu'au tout début de l'épidémie, on avait tendance à mettre systématiquement une bioantibiothérapie céphalosporine de 3e génération à macrolide. Donc en gros, on faisait céfotaxime et azithromycine. On tapait fort. Voilà. Donc ça, c'était en salle. Et en fait, on s'est très vite aperçu que dans la majorité des cas, il n'y avait pas d'infection bactérienne. Alors, quand est-ce qu'on va mettre un traitement spécifique du mycoplasme ? Eh bien, je dirais quand on a des signes d'infection bactérienne qu'on peut voir sur le scanner, qu'on peut soupçonner à l'examen clinique et puis sur le panel d'examens microbiologiques. Puisqu'on peut maintenant faire une recherche par PCR de mycoplasme vraiment spécifique en salle. Et puis après, en réanimation, vous avez le lavage broncho-alvéolaire qui vous permet de documenter les pneumopathies bactériennes acquises en réanimation et encore plus sous ventilation mécanique. En tout cas, je pense que là... Mais traitement systématique chez tout le monde. On ne fait plus d'antibiothérapie empirique. Voilà, ça c'est important. D'antibiothérapie probabiliste, on n'en fait plus, absolument. On est d'accord. Enfin, peut-être pour conclure, une notion, si vous avez, sur les tests salivaires, puisque ça nous concerne moins en réanimation, mais on a des flux de patients en anesthésie qui nécessitent des PCR, des difficultés pour récupérer les résultats dans les laboratoires de ville et donc d'organisation de nos flux. Si on avait des tests rapides et des tests salivaires qui sont aussi moins douloureux que la PCR classique. Est-ce que vous avez des données ? Alors, pour l'instant, malheureusement, que ce soit les tests antigéniques, donc qui ne passent pas par la PCR, mais qui sont des tests de détection des antigènes viraux, ou les tests PCR, mais par la salive, n'ont pas une performance qui est assez bonne pour qu'ils soient recommandés chez des patients qui sont asymptomatiques. Parce qu'il y a et des faux positifs et des faux négatifs. Et donc, je ne pense pas, malheureusement, que ce soit des tests qu'on pourra préconiser dans les consultations anesthésie à ce jour, avec les tests qui arrivent actuellement sur le marché. Alors, j'espère qu'on va améliorer la sensibilité, la spécificité, la performance de ces tests dans le futur. Oui, parce que nous, le problème, c'est les patients asymptomatiques, justement. Et en consultation d'anesthésie. Dont on a vu sur les études que la mortalité était bien plus, la mortalité était bien plus élevée chez ces patients qui finalement étaient Covid+, qu'il y avait une chirurgie majeure. Oui. Donc c'est des problèmes qu'on a quotidiennement. Absolument. Donc la PCR standard du nasopharynx, qui elle-même n'a pas non plus une sensibilité, une spécificité de 100%. Mais c'est pour l'instant le meilleur outil qu'on a à notre disposition. Écoutez, merci beaucoup encore une fois pour avoir répondu favorablement à notre double invitation de venir en présentiel et de venir au studio de la SFAR. On vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui vont nous aider, j'en suis sûr, à mieux prendre en charge nos patients. Merci. Merci beaucoup.